Ursula von der Leyen a donc prononcé son discours sur l'état de l'Union. Alors on sent que ça fait frétiller les journalistes parce que justement ça a l'air puissant, on est sur le même plan que les États-Unis, c'est formidable. En plus là, elle était en tailleur jaune et bleu pour défendre l'Ukraine. Il y avait quelque chose de scénaristiquement bouleversant. D'autant que, en fait, quand on regarde justement la scénarisation et le fond du discours, on s'aperçoit que ça y est, on y est. Les États-Unis d'Europe, en fait, ils sont là. Bien entendu, c'est ce que nous expliquons dans Marianne cette semaine, numéro spécial, 30 ans de Maastricht. En fait, les fédéralistes européens ne la ramènent plus du tout. On n'en entend plus des défenseurs d'une Europe fédérale. Tout simplement parce que c'est pas la peine. C'est pas la peine puisqu'ils ont atteint leur but, même si la structure n'est pas fédérale, même si nous avons d'ailleurs les inconvénients qui pourraient exister de ne pas être totalement dans le fédéralisme, ça nous les avons tous les inconvénients. En revanche, il n'y a pas les avantages. Mais Ursula von der Leyen tient un discours politique, un discours qui embrigade l'ensemble des pays de l'Union européenne dans une même vision géostratégique, alors même que l'Europe n'est pas unie et que la France en particulier n'a jamais été sur cette ligne-là. Mais c'est pas grave, on va y aller. D'ailleurs, Ursula von der Leyen va désormais aller à Kiev pour la 3e fois pour, nous dit-on, parler avec Volodymyr Zelensky économie et intégration à l'Union européenne. Bref, ceux qui nous ont expliqué qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que l'Ukraine n'allait pas intégrer si rapidement que ça l'Union européenne, que ce genre de choses prenait 15 ans, 20 ans. Ceux-là nous ont sans doute légèrement beurré les lunettes, parce qu'en fait, ça va aller beaucoup plus vite. Et parce qu'en fait, le discours d'Ursula von der Leyen est le discours d'Olaf Scholz, du chancelier allemand, sur un élargissement rapide de l'Union européenne à 30, voire 36 pays, avec la Moldavie, la Géorgie. Derrière cela, il y a le rôle du contribuable européen, qui va financer tout ça. Soyons très clairs, ce sont les entreprises américaines qui reconstruiront l'Ukraine, avec le financement du contribuable européen. Et encore plus loin dans l'indécence. En ce moment, c'est le procès dans le cadre de Samuel Paty. L'avocat qui défend les complices explique que ce sont devenus des prisonniers politiques. Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, a été exfiltrée du tribunal parce qu'elle a provoqué la colère de la famille des complices du terroriste. Je ne comprends même pas qu'il y ait un tribunal et un procès. Pourquoi ils ne sont pas tous en prison ou tous expulsés? Mais on va faire le tour de tout ça. Je voudrais juste m'arrêter sur le fait que 1000 voitures ont été incendiées pour le Nouvel An. On a l'impression que c'est normal, que c'est une petite tradition. Ça n'a jamais été une tradition. Je ne comprends pas qu'on accepte ça. Non mais les gens ont l'air de trouver ça normal. 990 voitures. La terminologie est assez terrible. On parle de rituel, de tradition. Mais c'est pas d'une tradition française. Mais je veux dire, dans quel monde on est pour penser que c'est une tradition française? Et même chose pour le 14 juillet, par ailleurs. Oui. Évidemment. Et après, il y a eu Halloween et tout. Chaque occasion est bonne pour brûler des voitures. Je voudrais juste qu'on regarde ce reportage qui a été fait par Mickaël Chailloux à Angers, qui montre le lendemain, quand les habitants des quartiers dans lesquels les voitures brûlent descendent dans la rue et découvrent leur voiture avec le fruit de leur labeur qui est parti en fumée pendant la nuit. Écoutez et regardez ce reportage de Mickaël Chailloux. Quartier de la Roseraie à Angers, c'est un peu la même litanie chaque matin du Nouvel An. Des voitures partiellement ou totalement détruites par le feu sont découvertes par leurs propriétaires, comme Kylian, qui part déposer plainte au commissariat de la ville. Ça fait 2 ans à peu près que je l'ai. Et quand je suis arrivé ce matin, j'étais vraiment dégoûté, quoi. Parce que j'économise, j'ai un crédit dessus et puis ça me fait clairement chier. Je suis dégoûté au premier degré.
À Angers, les autorités ont dénombré pour cette nuit de la Saint-Sylvestre 19 véhicules incendiés, certains par propagation. Un chiffre plus élevé que l'an passé. Le phénomène interpelle toujours les habitants dans une ville réputée calme. Moi j'ai vu, je sais pas, il devait être vers 3h du matin, j'ai vu de la fumée, j'ai vu un camion de pompiers passer. C'est tout. Après, est-ce que c'est à cause des feux d'artifice ? Tout le monde galère, surtout avec l'époque de maintenant, tout le monde galère pour s'acheter une bonne voiture et puis on voit que ça finit comme ça. C'est triste. C'est pas normal. Le procureur d'Angers déplore un bilan un peu lourd alors que de nombreuses forces de l'ordre étaient déployées sur le terrain. Un jeune garçon de 15 ans a été interpellé en lien avec ces incendies. Éric Nolot, alors la jeune fille elle est charmante, elle dit c'est peut-être à cause des feux d'artifice. On aimerait que ce soit un petit accident de feux d'artifice. Ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est évidemment. pas. Non, mais 1 millier de véhicules incendiés avec un déploiement de force énorme. 90 000. C'est-à-dire que 90 000. Et ensuite, il y avait autre chose qui était intéressant dans le reportage, en tout cas qui frappait, c'est la ville réputée calme. Ça n'existe plus, en fait. Angers, là on parle d'Angers. Angers, qui était vraiment... Alors là, vraiment, c'était le symbole de la douceur de vivre à la française. Ça n'existe plus. C'est-à-dire, si c'était que Marseille, ce serait déjà tragique, mais en fait, c'est la France entière qui subit le trafic de drogue, qui subit les incendies de voitures, qui subit la délinquance, les incivilités, etc. C'est un cancer national. Voilà. Et là, on Faut parle le traiter comme tel. de donner des gens qui travaillent pour se payer une voiture. Commissaire Loz, 90 000 hommes déployés sur le terrain ce soir-là. Mais encore une fois, dans quel pays on vit ? Dans quel pays on vit ? Vous voyez, moi, je suis plutôt vers la fin qu'au début de ma carrière, mais je ne veux pas m'y habituer. Commencer à le voir, commencer à le supporter, on finit par s'y habituer, c'est banal. Et la banalisation est aussi grave que ce qui se passe. Pour avoir, moi, vu ces victimes en pleurs, qui sont souvent des gens défavorisés, pour qui la voiture est quelque chose de fondamental, c'est un moyen, le petit moyen de liberté. Ces mêmes personnes qui parfois ont un point de deal près de leur entrée d'immeuble, ces mêmes personnes qui n'ont pas la même liberté d'aller et venir que la plupart de nos législateurs, etc., c'est juste insupportable. Et puis, il y a aussi le traumatisme psychologique. Quand on a sa voiture brûlée, il faut savoir d'ailleurs que la plupart du temps, ce sont à 90%, j'ai pu le constater dans toutes les villes où j'ai exercé, dans le Val d'Oise, à Nice, à Fontenay, à Melun, ce sont des gens issus peine de prison ferme avec des gens aménagés, mais qui vont revenir le lendemain, c'est-à-dire l'impunité qui va encourager l'insécurité. Une grande partie de ces gens qui ont été interpellés, parce qu'il y a eu des interpellés, sont des mineurs. 420, je crois, interpellations. 420 mineurs. Quelle responsabilité pénale et civile pour les parents ? Pour ceux qui nous disent oui, mais ils sont pauvres, oui, mais ça. D'abord, c'est une insulte pour ceux qui sont défavorisés et qui éduquent bien leurs parents. Et puis, leurs enfants, pardon. Qui paye ? Il existe des dispositifs. Il y a l'article 227-17 sur la responsabilité pénale des parents, qui est jamais utilisé, notamment pour les parents d'enfants mineurs. Le fait de compromettre la santé, la sécurité, l'éducation, etc., par des parents qui ne remplissent pas leurs devoirs. Donc, qui paye ? Il faut exiger de se constituer partie civile. C'est un droit opposable à l'État. Ce n'est pas satisfaisant. Alors vous allez me dire, du jour au lendemain, on va faire comment ? Les tribunaux, individualisation des peines ? Non, il faut tout revoir. C'est inacceptable. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec une phrase qu'il faut peut-être méditer. Si rien ne vous choque en ce moment, ce n'est plus d'un réveil dont vous avez besoin, mais d'un défibrillateur. Oui, c'est certain. LCI vole au secours d'Emmanuel Macron. Après, c'est bon d'avoir froid en 2023, maintenant c'est bon d'avoir faim. La règle des 3 repas par jour, c'est une pure invention. On n'a aucune preuve que ça soit nécessaire pour la bonne santé. Il faut répondre à ses besoins individuels. Alors que 35% des Français déclarent ne plus pouvoir faire 3 repas par jour et que le scorbut revient, un nutritionniste sur LCI explique que la règle des 3 repas par jour, c'est une pure invention. On n'a aucune preuve que ça soit nécessaire pour la bonne santé. Là, il dépasse tout ce qu'on peut entendre. Au bon tweet français, la ZFE pour les nuls. Qui aurait pu croire que l'exclusion sociale par les revenus viendrait de la gauche ? Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes fait avoir pendant 50 ans. Et c'est cette gauche qui nous explique, au nom du bilan carbone, qu'il ne faut pas se chauffer, manger peu, n'avoir pas de mobilité et surtout avoir le droit à la paresse. On a le portrait type.
Son bilan carbone est parfait. Il maîtrise sa mobilité, consomme peu et local, recycle, ni chauffage, ni climatisation. Et c'est cette même gauche qui se pavane sur le sévice public, comme Léa Salami en tranche horaire le samedi. Cette émission est très distrayante. Léa Salami, dans le rôle de la bourgeoise inculte, prétentieuse et autoritaire, qui veut se la jouer rebelle, proche du peuple. Vraiment, c'est hilarant. Alors là, franchement, je suis sur le cul. Est-ce que vous savez que la gauche a validé le fait des voitures critère 3 qui ne puissent plus circuler en ville? Est-ce que vous savez que la gauche n'a pas voulu voter la proposition de loi du Rassemblement national qui voulait faire sauter cette directive? C'est un délire total. La réalité, c'est que nous croyons évidemment qu'il faut améliorer la qualité de l'air. Mais la réalité, c'est que les 40 000 personnes en France qui meurent prématurément de la mauvaise qualité de l'air ne meurent pas tous dans les 40 agglomérations dans lesquelles vous souhaitez mettre en œuvre la ZFE. Il y a beaucoup d'autres sujets sur la qualité de l'air qui peuvent rentrer dans le débat. Ce qui est sûr, c'est que les ZFE tels que vous les mettez en œuvre, c'est d'une injustice sociale absolument terrifiante. La réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que ce sont les pauvres qui seront interdits d'aller dans ces villes, parce qu'ils n'auront pas les moyens de s'acheter les voitures que vous exigez d'eux. Alors du coup, j'ai été faire mes recherches, et c'est un délire total. En fait, le Rassemblement national avait proposé un amendement pour faire sauter ce truc, la ZFE, l'interdiction aux véhicules de rouler dans les centres-villes, les critères 3. Et qui a voté contre? Alors bien sûr, le parti d'Emmanuel Macron a voté contre. Et toute la gauche a voté contre. Pourquoi ils ont voté contre? Parce que c'était une proposition de loi du Rassemblement national. Donc encore une fois, je peux vous le dire haut et fort, que ça en déplaise à certains, je m'en tartine le cul par terre. La gauche ne sont pas là pour les citoyens, ne sont pas là pour les Français, ils sont juste là dans une petite guéguerre politique. Ces gens-là ne servent à rien du tout, Delogu, Panot, Mélenchon, et puis toute leur clique en fait. Toute leur clique qui en fait, vous imaginez, hein, ils ont laissé passer ça. Je sais pas, la gauche, normalement, vous n'êtes pas pour les gens qui n'ont pas trop de sous, pour les pauvres. Je me permets de dire ça, oui, pour les pauvres. Vous n'êtes pas pour eux, normalement. Et vous avez laissé passer cette directive. Le fait que des gens ne puissent plus circuler dans les centres-villes avec leurs véhicules. Bravo, la gauche. Alors, monsieur Mélenchon, on vous écoute. Vous êtes vraiment à vomir. Et je vais retenir mes mots sur cette application. Mais vous êtes vraiment à vomir, la gauche. Vous servez à rien. Vous êtes vraiment la poubelle de la société. C'est tout ce que vous êtes et tout ce que vous représentez. Vous ne servez strictement à rien. Et les gens qui vous suivent encore, ils ont rien compris. Je vous le dis, ils ont rien compris du tout. Alors je vous dis pas que le Rassemblement national, ce sont les grands sauveurs qui vont tout sauver, que tout va être solutionné. Mais en attendant, ils votent des dispositions pour les Français, pour les gens qui galèrent. Tout ce que vous n'avez pas fait encore une fois à la gauche, vous voyez les vérités, ils finissent toujours par sortir. Et franchement, honte à vous. Et j'espère que cette vidéo sera longuement partagée et que tout le monde saura la vérité. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous les amis. Je vous embrasse. Parce que tout ça c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois...